évidemment, Favier, qui a fédéré communiste, il y a plein de villes socialistes, communistes de la gauche, qui disent, attends, nous, le Grand Paris, on a nos gars, on veut nos gars, l'ancrage territorial. Donc vous n'allez pas, au gouvernement, planter un projet, parce que c'est Sarko qui l'a initié. Donc là, il y a une période d'ambivalence qui est assez forte. Parce qu'ils ont aussi leur ligne verte, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Oui. Et oui. Et donc là, l'ancrage territorial est très fort. Et là, le nouveau gouvernement, donc alors je me demande, la demande part de l'Élysée, me demande de travailler sur un calendrier, ce qui n'avait pas été fait. Et c'est pas un reproche, parce qu'il y a tellement de choses, on expliquera tout ça, à régler. Mais dans l'accord du 26 janvier, il n'y avait pas les calendriers. En gros, c'est 2025. Mais on ne pouvait pas faire autrement, honnêtement. Et donc là, le gouvernement, pour donner un peu de temps, peut-être pour réfléchir, de travailler sur un calendrier. Alors déjà, faire 200 km, je veux dire, en une dizaine d'années, ça va faire 20 km de métro en moyenne annuelle par an, techniquement, c'est impossible. Ça n'a jamais fait peut-être en Chine, où les conditions de travail ne sont pas les mêmes, et les procédures administratives non plus. Mais en Europe, c'est même Madrid qui est un bon exemple, qui a montré un exemple. En pointe, ils n'ont jamais fait plus de 15 km en une année. Ils ont fait ce 2-3 ans de plus. Là, sur 10 ans, une vingtaine de kilomètres, c'est pas possible. Donc là, il y a des contraintes techniques, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'opération vérité. Comme je dis dans la chapitre du bouquin, le premier qui dit de la vérité, il sera exécuté. Et donc moi, j'avais mon scénario, Boudron et Plume d'ailleurs. Je vois le cabinet de Premier ministre, je vois le cabinet chez Duflo au Grand Paris, et puis au transport chez Collier. Je dis voilà, il faut un type, moi je suis pas politique, il faut un type qui dise la vérité. Boudron et Plume, c'est pour moi, vous les politiques, vous rentrez en scène dans un deuxième temps, et puis vous allez faire les annonces, et puis vous allez corriger ce que je vais dire, parce que moi je vais mettre un peu de tension aussi, parce que je voulais faire bouger les choses. Donc je pensais qu'il y avait des surdimensionnements, il y avait des dimensionnements qui n'étaient pas adaptés selon les tracés, donc je voulais revoir un certain nombre de choses. Il y avait des réticences très fortes des élus. Je me souviens d'une réunion, parce que moi je voulais passer à 60 mètres sur la ligne 16, je me souviens d'une réunion dans le bureau que je raconte dans le livre de Claude Bartholin pour faire. Parce que c'est pas que je veux faire des économies, c'est pas un truc au rabais, pas du tout. Mais c'est parce qu'en termes d'exploitation, moi j'étais directeur des RER, et je sais que le voyageur il préfère avoir des trains plus courts, il y a le trafic qui le justifie évidemment, et d'avoir beaucoup de fréquences que des trains longs et attendre le train pendant 15-20 minutes. Surtout quand il fait froid. Donc ça c'est une question d'exploitation, c'est un truc technique. C'est la 18, vous avez des doutes sur la 18? Ah oui, alors ça, dès le départ. Alors, dès le départ sur la 18, et donc ça fait aussi partie des choses dans l'accord du 26 janvier. Donc au début c'est un point de désaccord entre l'État et la région, et après pour s'en sortir par le haut, pour que tout le monde puisse se retrouver, donc il y a une expression qui est adaptée sur la ligne 18, c'est sacré, métro à capacité adaptée. Donc voilà. On verra après. On verra après. Donc ça veut dire que on va commencer à réfléchir à un métro dimensionné différemment. Parce que les écolos, elles étaient vent debout contre, et Huchon avait besoin d'avoir une majorité et de tenir compte de la composante écolo. Donc moi, je voulais revoir un peu tous ces dimensionnements. Il fallait mettre de l'attention. J'avais retenu un peu la leçon de Christian qui mettait de l'attention. Et donc je fais des préconisations en termes de calendrier je le sais, alors je fais une analyse multicritère, mais il y a des petits points, là, des focus sur lesquels je mets volontairement de l'attention. Je fais par exemple, le Val-de-Marne, il fait un boulot formidable. Mais il voulait la ligne 14 en priorité, la ligne 15 Sud en priorité, et la 15 Est, entre Champigny et René-Bois-Périgueux, qui passe par Val-de-Farnèse, en priorité. Quand je voyais Favier, ses équipes, mais t'as pas une priorité 1, 2, 3, 1 bis, 2 bis. Non, on veut tout. C'est politique, on veut tout. Impossible de faire bouger et d'avoir leur fonction de préférence. C'est impossible. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est simple. Donc dans mes recommandations, je dis, Champigny, Noisy-Champs, on va le faire bien plus tard. Alors Champigny, c'est le canton de Favier. Pas très politiquement correct. Donc il faut de colère. Je le fais exprès. Je dis comme ça, au moins, ils vont bouger. Et alors donc, moi, j'ai le droit à un communiqué en plus. C'est un bon copain. Enfin, Favier, il a fait un super boulot. Dans le bouquin, vraiment, je rends hommage à l'axe communiste-gaulliste qui a été fait sur le Val-de-Marne avec Jacques et Martin. Et donc, il fait un communiqué rapport aux années déclaration de guerre. Bon, là, j'essaie de l'appeler, mais non, son portable, il ne prend pas le téléphone. Donc là, c'est la crise. En plus, là, je suis habillé pour l'hiver. Ils ont plus, j'ai plein. Donc, dans les gazettes locales, et puis dans le départemental du Parisien, là, ça c'est caisse de résonance. Bon, la presse nationale était plutôt bonne sur le rapport. Mais donc, je mets pareil aussi sur la ligne 16, avec sur Tichy-Montfermeil, je voulais revoir les dimensionnements, ça passait pas. Dans le bureau que j'ai, dans le bureau de Bartholin, il réunit tous les élus de cette ligne où je voulais passer à 60 mètres, soit à 54 mètres aujourd'hui. Mais je me souviens d'une réunion avec Claude Dillin, un homme formidable, franchement, un homme formidable, il me dit, mais attendez, mais vous n'avez pas compris, mais très loin dans la voie, mais c'est une discrimination territoriale. Si jamais nos populations comprendront d'avoir des trains plus courts que les autres.
suis partout, ils me regardent, ils me disent donc on va pas y arriver, laisse tomber. Et donc ça passe pas. Et donc moi, quand je suis toujours là, donc j'ai mon deuxième rapport, là, et donc je lâche pas le morceau. Et souvent, d'ailleurs, les élus me disaient que je recevais, ils me disaient alors tu vas nous proposer encore de revoir tes dimensionnements. Je dis non, je dis non, mais c'est peut-être toi qui vas me les proposer parce que quand tu vas avoir les coûts, parce qu'on est passé de 20 à 30 milliards, quand tu vas avoir les calendriers, tu vas peut-être te dire que ça serait peut-être plus raisonnable effectivement de revoir les dimensionnements. Et c'est ce qui s'est passé. Donc par le global de Marne, donc après on rapporte déclaration de guerre, donc le cabinet là, de Favier, puis on voit ses émissaires, ils viennent nous voir, et ils me disent voilà, on a un mandat de Favier. Bon, très bien. Parce que moi, je déjà travaillé pour les annonces du mars de 2013, où je ferai un rapport confidentiel que je mets dans le bouquin, qui fait quelque part. Je préfère évoluer par rapport à ce que j'avais proposé en décembre 2012. Il dit voilà, bon, on a un mandat de Favier. Alors, les redimensionnements, à l'époque, on était sur 20 mètres. Il est d'accord. On ne va pas le demander, mais tu vas, on ne dira rien. Donc là, redimension, 3 milliards d'économies, on a fait quand même avec les redimensionnements. Il dit là, on est d'accord. Bon, la 14, c'est là où on la veut vraiment en ligne. Alors, par contre, la 15 Est, Champigny, Val de Fontenay, Rony-Boipé, bon, c'est là, tu t'en fais ce que tu veux plus tard. Mais par contre, tu nous rajoutes Champigny, vas-y, Champ. Ah oui, quand on Favier, c'était le truc politique, ça c'est un truc. Bon, moi, je fais une note au cabinet du Premier ministre, je dis voilà, donc voilà, Favier, il sera d'accord. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelqu'un dans les annonces du cinéma. Donc là, il y a eu une opération vérité sur les calendriers. Donc, il y a eu une seconde là, qui vient d'être faite, avec les annonces du Premier ministre, avec une méthode différente. C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est lui qui a fait les annonces, il n'a pas directement, sans s'appuyer sur un rapport technique qui a précédé, il y a eu le rapport de la Cour des comptes, qui a expliqué que les calendriers, ça ne tenait pas, mais qui n'a pas fait des recommandations en termes de calendrier. Donc la méthode est différente, donc les goudrons n'est plus, il en a pris quelques-unes dans la Colombie, parce que un scandale d'État, enfin ça passe quand même très mal. Bon, ceci dit, la vraie vie des projets fait que le calendrier, ça dérive toujours. Et si on a tout fini, les 200 km de métro en 2030, franchement, ça sera un super boulot. Donc voilà, très rapidement, j'étais un peu peut-être, excusez, mais il y avait les 3 saisons, et puis j'ai rédigé l'épilogue. Ça, je l'ai fait en fin octobre, parce que je savais qu'il y avait des annonces. Avec l'éditeur, on était prêt à sortir, on diffère, on disait, voilà, il y avait tant d'impression, etc. Donc je me suis dit, bon, allez, on va aller prendre le risque. J'écris l'épilogue, qu'est-ce qui va se passer après? Un peu d'anticipation, prise de risque. Ouf. Donc, parce que le pari, on avait discuté avec Maurice, c'est qu'il y a un tel ancrage territorial aujourd'hui. Un tel ancrage territorial. Parce que moi, je sais un peu ce qui s'est passé là, pour préparer les annonces du Premier ministre. Il y a les services, Bercy, les on va le métro, on n'a qu'à faire un tramway, on fait un tramway là. J'ai bénéficié de quelques appels téléphoniques ou des petites notes, tout ça. Et si on faisait un tramway, si on faisait un bus à la place du métro, un bus rapide, innovant, etc. Vas-y, toujours. Le Premier ministre qui est un élu, il est perdu, il sait ce que c'est, les élus. Il dit attends, vous allez me faire dire quoi là? Donc, il n'a pas retenu du tout ces idées-là. Et il a dit le projet sera fait dans son intégralité, on ne change rien. Même au niveau des dates, il n'a pas beaucoup changé. Clichy-Montfermeil, c'est toujours 2024. Alors il y a des JO aussi qui ont aidé pour d'autres territoires. Mais après, il y a des contraintes techniques, fait que ça a été. Mais l'ancrage territorial, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est majeur, vraiment très 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 important. Il y a une appropriation des territoires, des populations, des salariés, des acteurs économiques, culturels, dans les territoires. Moi j'étais à l'inauguration du tunnelier à Champigny, là, il y a 1 mois et demi, 2 mois, 4000 personnes. Franchement, moi je suis arrivé, c'était le soir, donc il caillait, je peux dire, il y avait 20 chaud. Alors on était là, les anciens, on trouvait beaucoup de plaisir, Christian Blanc, Christian Favier bien sûr. Mais 4000 personnes, il y a un ancrage territorial formidable. Aujourd'hui on ne peut plus revenir en arrière, ça y est, c'est parti. C'est sur orbite, on va le faire ce Grand Paris. Voilà. Merci infiniment. Maurice Leroy, racontez-nous cette méthode Momo, la méthode Momo, comme l'a baptisé Roland Castro. Je pensais qu'on devrait vous confier la mission du Grand Paris institutionnel aujourd'hui, parce qu'on n'y arrive pas, et c'est quelqu'un comme vous qui pourrait peut-être réconcilier les contraires. Comment vous faites, on dit ça, comment vous faites pour arriver à faire ça, pour arriver, parce que c'était réconcilier l'inconciliable, on n'en a pas parlé, mais avec beaucoup de niveaux, parce qu'on est en France, parce qu'il y a des centralisations, et donc Pascal Rosanet vous rend hommage à votre tact, à votre engagement personnel. C'est un mélange j'allais dire, de feeling, mais enfin de relations interpersonnelles, de sens de l'intérêt général. Comment vous faites? C'est quoi votre secret? Prenez du micro là. Et puis racontez-nous aussi. Vous teniez aussi notamment,
au-delà de votre talent, vous teniez beaucoup et vous êtes battu pour que, justement, vous l'avez évoqué, ce ne soit pas qu'un métro des riches, comme on critiquait, comme certains redoutait, mais que ce soit un métro aussi qui bénéficie à la population. Vous vous rappelez les chiffres, hein, avec une ouverture des emplois pour des gens de l'Est de la métropole. Tout à fait considérable. Racontez-nous. Donc Thomas nous a dit on a 1 heure ou 2 devant nous. Là, on a, oui, largement. Bien, d'abord, vraiment, sincèrement, et c'est pas protocolaire de ma part, un grand merci à Thomas Hans et à toute son équipe merveilleuse. Il a fait applaudir tout le monde, mais je crois qu'on peut l'applaudir aussi très fort. Parce que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ici beaucoup d'amis. Pierre, bien sûr, je suis très heureux de retrouver Pascal, avec qui on a super bossé, mais avec Pierre aussi. Puis peut-être, pas tous ici dans la salle, mais peut-être d'autres qui se reconnaîtront. Bon, d'abord, moi je vous recommande vraiment la lecture du livre. Je n'ai qu'un regret. Putain, si tu l'avais écrit plus tôt, j'aurais gagné du temps sur la partie d'avant. Je vous donne une confidence. Moi, vous imaginez, j'ai dévoré le livre de Pascal. Il vient de faire un exercice qui est un truc juste de dingue, parce que, en même pas une demi-heure, alors on fait la synthèse, qui est vraiment parfaite, de toute l'histoire, finalement. Parce qu'on c'est vrai, mais vraiment l'histoire, par exemple. Et je te le dis publiquement, je te l'ai déjà dit, mais je le redis vraiment, c'est pas que de l'amitié ou de l'affection. J'en ai beaucoup pour Pascal. Mais c'est une longue histoire entre nous. Mais vraiment, cet ouvrage fait et fera date. Je répondrai aux questions, hein, pas de mal, mais je veux quand même dire une chose. Vraiment, je ne suis pas là pour faire la pub du bouquin, mais moi j'ai pu vérifier par moi-même que tout ce qui est écrit par Pascal, entre guillemets, sur ma période, et Pierre peut témoigner aussi, c'est vrai. C'est pas drôle de vous dire ça, mais là, des fois on lit des trucs, d'accord? Là, tout est vrai. Donc je me dis, si c'est vrai sur ma période, c'est vrai sur la période d'avant. Et moi, je fais une confidence, j'ai appris moi-même beaucoup de choses sur avant, que je ne connaissais pas. Et grâce à toi, Pascal, sur la période de Christian, je n'avais pas tout, je ne maîtrisais pas tout. Je suis arrivé effectivement en 2010 à la commande, la fameuse affaire des cigares. Donc voilà. Et je trouve qu'en plus, Pascal est vraiment très élégant, parce que, à part Pierre Mongin qui en prend au gros plein son crâne, il n'est pas dans la salle, Pierre, non voilà. Vraiment, c'est une vraie bienveillance, c'est élégant, parce que moi je sais quand même des trucs, donc je vous dis que c'est élégant. Et Pierre sourit, donc on va penser aux mêmes choses. Alors c'est élégamment fait, ça flingue personne, voilà, c'est vraiment fait élégamment. Bon, alors comment? Bon, moi j'arrive. Pardon, hein, je ne suis pas très protocolaire, mais moi je suis plutôt un mec carré, donc je dis des trucs. Voilà. Quand j'arrive moi, en fait c'est un gros bordel. Mais que vous ne soupçonnez même pas en cauchemar. Voilà. Juste un gros bordel. Et je vois mon pote Roland Castro, on passe un long moment ensemble, et je dis à Roland, attends, je me fasse un cours accéléré, parce que là c'est quand même un gros bins. Et c'est là que je demande de bosser au calque, à l'ancienne. Parce que moi, j'ai une chance inouïe. J'arrive, je suis un rat des champs qui s'occupe des rats de ville. C'est-à-dire, je suis l'élu de Loir-et-Cher, c'est incontestable. Enfin, j'ai fait toute ma carrière dans les collectivités territoriales de l'Île-de-France. C'est ça ma chance aussi. Donc, je connais les îles. Je suis un élu moi-même, mais je les connais. Et vous étiez vice-président de l'Assemblée quand on examinait la loi du Yes, Grand Paris ça, 2010, donc vous connaissez ça, c'est un aussi drôle les de truc, détails du texte. C'est vrai, bravo. Il est puissant, mais vous travaillez ensemble. J'ai lu le bouquin, il suffit de lire le bouquin et vous savez tout. Oui, c'est vrai que j'ai présidé toute la séance de nuit comme vice-président de l'Assemblée nationale du Grand Paris. Et vraiment, je ne pouvais pas penser que je serais à m'en occuper un jour. Ce qui veut dire d'ailleurs que je n'avais pas besoin d'anti-sèche sur la loi, parce que c'est moi qui avais présidé toute la séance de nuit très très longue qui a duré. Donc la loi blanc sur le Grand Paris, c'est vrai. Mais donc quand j'arrive, c'est le gros bordel, parce qu'il faut mesurer ça. Quand j'arrive, c'est le débat public. Et le débat public, c'est quoi? Tous les soirs, vous avez le préfet de région, Daniel Canepa,
qui présente, je ne reviens pas à tout ce que techniquement vous a remarquablement présenté Pascal, et vous avez Jean-Paul, qui au nom de la région présente Arc Express, et tout ça c'est la baston. Donc, vous avez deux projets, mesurez ça. Peut-être certains d'entre vous ont participé à ces réunions, s'en souviennent. Et donc dans la salle, il y a les pauvres franciliens qui eux galèrent tous les jours dans les transports, et en gros qui disent à la tribune, toute sensibilité politique confondue, oui, vous êtes sympa, la droite, la gauche, le centre, etc. Enfin, vous nous emmerdez avec vos querelles. Nous, on veut une amélioration des transports, parce qu'on galère tous les jours. C'est ça l'histoire. Et moi, j'ai fait, à cause de mon... Comme j'ai augmenté ma surface de caresse, je ne peux plus faire ça. Mais dans ma jeunesse, j'ai fait de l'aïkido. Alors, comme je ne peux plus en faire sur le tatami, j'en fais en politique. Et donc, moi, je me suis appuyé là-dessus. Je me suis appuyé sur le débat public. Pour moi, c'était un levier formidable, parce que ça a permis de faire pression sur l'ensemble des élus. Écoutez ce que vous disent les franciliens. Donc, j'avais une chance, parce que moi, j'étais élu nulle part en Île-de-France, mais je la connaissais bien. J'avais donc aucun a priori, ni anti-projet région, ni anti-projet blanc, pour faire simple et vite, voilà. Et donc, vous ne pouvez pas s'imaginer, pendant 2 mois, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, j'ai dû dormir 3 à 4 heures par nuit, parce que je voulais vraiment me mettre dans le projet. C'est comme ça. Vous pouvez avoir de très bons collaborateurs, collaboratrices, et c'était mon cas, parce que j'avais un cabinet que j'avais composé qui était vraiment très grand niveau et au top, n'est-ce pas Thomas? Et voilà, c'est Thomas. Il y avait plusieurs Thomas au carré. Voilà. Et donc, et si vous vous y mettez pas vous, c'est pas pareil. On ne se retrouve pas après dans des réunions devant des collaborateurs là-bas. Donc il faut se mettre dedans. Bon. Et au bout de 2 mois, allez, comment on se lâche? On se lâche. Il y a des journalistes là dans cette salle. J'en vois pas. Voilà. Je vais voir Nicolas Sarkozy à l'Élysée. La vision de Christian est excellente. Je vais garder cette vision. La méthode est effroyable. Vous avez taper sur quelqu'un. Voilà. Mais toi, tu lui rends hommage, tu as raison de le faire, mon livre. Et je veux le faire ici à l'instant. Il faut être clair aussi. Même si ça a été dur et il y a eu des tensions, je l'ai dit d'ailleurs devant l'Assemblée nationale, à l'époque, à la sortie, les députés socialistes et communistes m'ont dit « T'es gonflé quand même, parce que il nous a fait chier, et toi tu dis « Sans Christian Blanc, jamais il n'y aurait eu le Grand Paris ». Je le redis, sans Christian Blanc, jamais il n'y aurait eu de Grand Paris. Les choses sont claires. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de Grand Paris. Donc il a eu la vision, et sans doute, et tu l'expliques vraiment bien dans le livre, et avec beaucoup d'élégance, il fallait passer sans doute par cette phase. Et peut-être que moi, je ne sais rien, je peux arriver au bon moment, au bon truc, pour faire le consensus. Voilà. Et moi, j'ai vraiment 2 convictions. Donc, je suis allé voir donc le président Sarkozy. Je dis voilà, Nicolas, on garde la vision de Christian. Voilà, si tu me donnes carte blanche, on change la méthode. Alors, en plus, je ne vous dis pas le bonheur, parce que Conseil des ministres, comme on est dans les secrets du Grand Paris, j'étais assis à côté de Valérie Pécresse. Oui. Et donc, moi, avec qui je dois signer? Avec Jean-Paul Huchon, par décision. C'est lui que les franciliens avaient mis à la région. Et donc, à chaque mercredi, consciencieusement, moi, j'avançais, et à côté de moi, j'avais Valérie qui disait « Bon, tu vas pas signer hein, avec Huchon, tu vas signer avec tout le monde. » Donc, je suis allé revoir Sarkozy, et j'ai dit « Écoute, faut que tu la gères, parce que moi, il y a un moment donné, gentil, mais gazou, mais moi, je vais pas signer avec elle, c'est pas elle. Non, mais je parle clair, moi. Je rien à foutre, je suis candidat à rien, donc ça, je suis dégagé des obligations militaires totales. Donc voilà. Et ça vous donne beaucoup de force, croyez-moi. Et donc, voilà. Et Nicolas Sarkozy d'ailleurs, il faut lui rendre cet hommage, parce qu'on dit blanc-sang, mais pardon, mais sans Sarko, il n'y a pas de Grand Paris, c'est pas Maurice Leroy. Il dit blanc, sans Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de Grand Paris. C'est lui qui est pas à la vie. Vraiment comme un homme d'État. C'est-à-dire, y compris, il dit que Valérie soit content que tu pars, tu fonces et tu dois. Et quand vous avez un patron qui vous donne la feuille de route,
toute ressemblance avec des trucs qui existent sous l'herbe. On l'a pas dit. C'est bien pour la. C'était. Pas très présent dans le livre. Oui, oui, c'est bon. RATP SNCF, mesdames. Voilà. Pépi Mongin, formidable. Je préférerais avoir à faire du chant, sincèrement. Parce que des fois, les politiques, on se champoine, mais comment on est politique? On a quand même l'intérêt général derrière, etc. Je parle avec mon cœur. Là, putain, je vais traiter du Pépi, je vais traiter. J'ai d'abord fait du bilatéral, puis après, j'ai mis tout le monde comme au commissariat de police autour de la table. C'est ça. Et moi, je viens de m'avoir cher. Pour la réunion, Pierre doit s'en souvenir. À 21h, 22h, on avait fini. Moi, je viens des Loir-et-Cher. Il y a quelques. Pour de vrai, au premier étage. Bon, quand à 1h du matin, Santini et Castro chantaient ensemble l'International, j'ai pensé qu'il fallait fermer la boutique, avec beaucoup de mal. Mais voilà. Donc c'est aussi du lien, de l'humain qui sans doute manquait. Pascal a la gentillesse de l'expliquer de mon bouquin. C'est pas que ça. Et si je ne peux pas vous raconter, ça prendrait des heures. Alors, il a parlé de Madame Mougard, qui est très compétente, très professionnelle. Simplement, je vais expliquer qu'il fallait virer, et le mot est faible, les deux. Voilà. Parce que j'avais dit quand j'ai reçu Christian, j'ai viré Marc Véron. Marc Véron et Sophie. Oui, moi j'ai respecté l'accord. Et donc, parce qu'on est en France, l'imprimateur de Matignon, il disait, machin, et si vous voulez faire, il faut commencer par ça. Hein, voilà. Puis mettre un préfet de la République, Étienne Guyot, qui était formidable, qui a fait bien le boulot derrière. Et moi, j'ai invité à déjeuner Christian, et je lui ai dit, écoute Christian, tu sais, d'habitude, les mauvaises nouvelles, on les donne au dessert. Moi, j'ai envie d'avoir un super déjeuner avec toi, de parler de choses sérieuses. Alors, je t'explique. On va faire des hors d'œuvre, vous avez du temps. Donc, Véron, terminé. Voilà. Il était très compétent pour tout, mais terminé. Voilà. C'est une méthode effroyable. Il ne donnait pas les documents à Santini, qui était son président. Je rêve. Donc, dehors, donc tu vois, maintenant, on va pouvoir parler du Grand Paris. Hein, ça va être sympa. Voilà. On a eu un déjeuner formidable. Voilà. On a parlé de sa vision, Japon, etc. Puis on a avancé des trucs. Bon. Et puis, Mougard, ça ne s'est pas fait. C'est pas grave, on a quand même fait malgré ça.
Mais c'était dommage parce que c'était aussi une façon de traiter les élus. Moi, j'ai un principe. On ne peut pas faire sans les élus, quand même. Les élus, ils ont été élus dans la légitimité démocratique, quel qu'il soit, quel que soit l'élu. Donc on doit travailler avec les élus, même si c'est plus long. Ah, effectivement, c'est vrai. Après, j'ai agrégé à notre club les présidents de département sans aucune exception. Tous les présidents de département. Y compris la veille de signer, je faisais gaffe à tout, je connais tellement les problèmes. La veille de signer, j'ai organisé le signe avec tous les présidents de département, sans aucune exception. Et ça a été formidable. Et, du coup, et mon truc, c'était de dire, si on fait ça, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. C'est pour ça que ça a passé l'alternance politique. Je peux vous révéler, je suis allé voir Hollande à l'Élysée. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu, vous avez marqué nouveau devant Grand Paris. Grand Paris se terminera, dans le meilleur des cas, en 2030, mon cher François. Et si chaque gouvernement, personne n'invitera le jour de l'inauguration, c'est évident, parce que c'est comme ça, vous n'êtes plus aux commandes, tout le monde vous a oublié, il faut être très calme et serein avec tout ça. Et donc, j'ai personne ne m'invitera. Mais enfin, je vais même voir la gueule de la banderole le jour de l'inauguration si chaque gouvernement a mis nouveau devant Grand Paris. Il s'est marré parce que Hollande est de l'humour. Une qualité qu'il a. Le Grand Paris, ça dépasse moi, ça dépasse tout, ça dépasse nous. Voilà. Et je crois que la force, c'est un mot, c'est la pièce de Roland à mon égard, mais c'était en tout cas, il pourra témoigner, parce qu'elle avait un blog super dans l'IB, et elle suivait très bien le dossier, et puis Béatrice Jérôme pour Le Monde, je cite ces deux journalistes, parce que c'est celles qui ont, les deux qui ont vraiment bien suivi les choses. Alors c'est marrant, parce que chaque fois, voilà. Alors à chaque fois qu'on faisait des points de presse, j'expliquais, comme on s'en souvient, je disais, le Grand Paris est irréversible, le Grand Paris ne se réduit pas à un réseau de transport. Je faisais que de marteler ça. Et là, aujourd'hui, pour le moment, j'explique ça. Tant mieux, on a sauvé ça. Et ça ne se réduit pas à un réseau de transport. Parce que là, on a parlé que de transport. Mais en deux mots, pour pouvoir donner la parole à ça, moi j'aimerais aussi qu'on parle du Grand Paris, de la culture, du Grand Paris, de la démographie médicale, qui existe, pas seulement en province. Voilà. Le Grand Paris, c'est pas seulement des transports. Ce soir, on a fait le zoom transport, il y a le livre de Pascal. Et j'aimerais aussi qu'on rappelle ça. Il n'y a pas de métropole mondiale à l'échelle du Grand Paris sans un port. Or, il n'y a pas de Grand Paris sans que Le Havre soit le port du Grand Paris. Il faut qu'on reprenne l'ambition du Grand Paris initial, le projet de la vision de Blanc, justement, et faire en sorte qu'on retrouve aussi l'axe Seine. Voilà. Ça doit redevenir tout cela aussi, le Grand Paris. C'est pas seulement le réseau de transport. Merci infiniment. Je pense qu'on peut vous applaudir pour tout ça. Ça nous fait une excellente transition vers vous, Patrick Lecal. Vous êtes sociologue, politiste, directeur de recherche au CNRS, doyen de la... Bien connu.
cette rencontre, que votre regard s'inscrivait aussi, d'où la transition, dans la comparaison avec Londres, dans une globalité. Dites-nous comment vous regardez tout ça, comment vous avez lu l'ouvrage de Pascal Ozonnet. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très heureux aussi de participer à cette discussion. Alors, c'est pas facile pour moi, vous voyez, passer après ces deux-là, c'est compliqué comme mon livre. Moi, je suis chercheur, et genre un peu pisse-froid, quoi. J'analyse des trucs, je travaille un peu sur les transports dans la région de France, donc j'ai vu un certain nombre de gens qu'on parle dans le livre, ils m'ont dit la même chose d'ailleurs, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est quand même extrêmement précieux. Donc, je voulais rendre hommage à ce livre, parce que c'est vrai que c'est un témoignage précieux d'un acteur, qui raconte des choses extrêmement précises, sur tout un ensemble de processus. Et j'ai beau travailler sur les archives, ou sur les rapports, et sur les entretiens, il y a plein de choses qui sortent là de manière très articulée. Et donc merci vraiment d'avoir fait ce travail, même si après, je vais évidemment, c'est mon boulot, je vais remettre un peu des choses en cause, mais c'est quand même un vrai boulot intéressant. C'est vraiment extrêmement précieux comme travail. Alors, ce que je voulais, je vais venir sur Londres dans une seconde, c'est peut-être pour commencer par ça, c'est de se dire, j'ai envie de rebondir, est-ce que le Grand Paris se serait fait sans Christian Blanc? C'est un peu un problème de méthode. Quand on travaille pour expliquer des politiques publiques comme ça, il faut toujours articuler plusieurs choses. Il y a la dimension micro, c'est-à-dire l'aventure vécue par des humains avec tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. Et évidemment, il y a des bouts d'explication qui sont là-bas, mais on exagère toujours ça. Évidemment, le livre, il m'a un peu rappelé, pour ceux qui s'en rappellent, il y a un vieux livre de Lucien Sfez qui s'appelait Critique de la décision, et qui était une analyse du RER dans les années 70. Et qu'est-ce que montrait Sfez? Il montrait que tout ce qu'on racontait sur... Il parlait de l'arme légendaire des dirigeants, la décision, c'était en gros une vaste blague, c'était dans l'ensemble, plein de petits ajustements qui se font progressivement, et puis à un moment donné on appelle ça une décision. Et je trouve que le livre il fait bien la suite de ça, et c'est une des choses qui est vraiment intéressante. Puis il y a une deuxième façon de penser les choses, c'est à partir des organisations. Et je vais y revenir, parce que là on parle beaucoup de la RATP. Et le livre c'est quand même un tout petit peu, on peut se moquer un tout petit peu entre nous. Alors, il y a les good guys et les bad guys, quand même. C'est vrai que le livre est très élégant, mais il y a quand même un chevalier blanc, c'est la RATP. Et on a quand même beaucoup de chance dans la RATP, que le monde entier nous envie, d'ailleurs. Alors, page 147, je crois, il y a une petite nuance en disant, quand même, il faut faire attention, il faut que la RATP maintienne sa crédibilité. Juste note, je dois dire, juste note. On aurait pu commencer par ça, à mon avis. Enfin bon, une fois que j'ai dit ça, c'est juste pour rien. Donc, il y a une autre façon de penser les choses, c'est de penser à partir des organisations de leur stratégie. Penser à partir de la RATP, du ministère, de la DATAR parfois, de la SNCF bien sûr. C'est une autre façon de penser les choses. Et une autre façon de penser les choses, c'est de penser plus macro, et de voir des évolutions de moyen terme, et de se dire que c'est important de comprendre le détail, mais c'est aussi important de comprendre que, en gros, toutes les grandes villes du monde, depuis une quinzaine d'années, se sont mises à faire des transports. Et que tout le monde réinvestit dans les transports. Et que moi, je pense que si on veut comprendre le Grand Paris, il faut comprendre ce qui s'est passé à Londres. C'est-à-dire que Londres s'est mis à faire le Crossrail qui copiait sur les RER, et après à Paris on s'est dit on va pas rester Londres, on va faire la concurrence entre Paris et Londres, ça fait que 130 ans que ça existe sur les transports, et donc est-ce que le Grand Paris Express se serait fait sans Christian Blanc? Moi je dis oui, très certainement oui. À quel moment? Pas sur les mêmes modalités, mais cette discussion-là, elle est depuis un moment dans le jeu, et qu'il faut penser aussi sur ces termes-là. Donc c'est un peu comme ça que je vais faire un peu ma discussion, si vous me permettez, sur 2-3 petits points, histoire de... Et puis les transports, c'est quand même intéressant. Parce que dans d'autres domaines de politique publique en France, on va trouver d'autres suspects qui sont toujours là. On va trouver, ouais, vous êtes sur l'énergie, vous avez encore des mines, vous avez encore des ponts de temps en temps, dans les inspecteurs des finances, dans le Conseil d'État. Donc régulièrement, encore aujourd'hui en France, sur plein de politiques publiques, il ne faut quand même pas oublier ces réseaux-là, qui sont très puissants. Dit-il en temps de Sciences Po, donc vous voyez, on les voit un peu, quoi. Ce qui est intéressant dans les transports, c'est que ce n'est pas les mêmes réseaux qu'ailleurs. C'est pas les mêmes. Hein. On a tout un vieux réseau PC qui reste très fort, et quand même qui influence pas beaucoup d'autres politiques publiques. Donc c'est quand même un truc assez exceptionnel de ce point de vue-là. Dans d'autres politiques publiques, vous avez les réseaux cathos, donc vous avez des réseaux qui jouent un rôle. Là, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Et puis les transports, c'est un domaine où évidemment les techniciens jouent un rôle très important. Et c'est pareil pour la recherche. Les gens qui font la recherche dans les transports, ils se mélangent pas avec les autres. Ils pensent qu'ils font les transports, et là, rien d'autre. Hein. Et donc c'est un domaine quand même qui a un vrai, historiquement, qui est vraiment très particulier. On a des techniciens, des organisations, la SNCF contre la RATP, la RATP contre la SNCF, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même un petit temps que ça dure quand même. Et puis des gens qui font... Et ce qui est intéressant, c'est que, en gros, depuis une quinzaine d'années, les transports, ça devient urbain.
Et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour justifier les transports, c'est pas que les transports. C'est justifié en termes de densité, de pollution, d'étalement urbain. Et toutes les grandes villes du monde ont connu cette évolution-là, même Pékin. Donc tout le monde s'est mis à penser un peu dans ces termes-là, avec des recettes assez similaires dans pas mal de parties du monde. Et puis on est passé de penser le transport à la mobilité, comme vous savez bien. Et donc tout d'un coup, on pense totalement autrement cette question-là, avec plein d'autres acteurs qui vont jouer un rôle, et on réfléchit en termes de mobilité. Donc il y a une tension extrêmement intéressante sur transport-mobilité. Alors si je peux juste un tout petit peu, c'est facile, on est chercheurs, on est totalement irresponsables, on se moque du monde, on est payé pour ça, c'est très très bien. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que cette évolution, elle raconte l'histoire du point de vue de ce courant historique qui reste très important. Moi je suis très frappé quand je vois des jeunes chercheurs qui travaillent, toujours se moquer des jeunes, qui travaillent sur la mobilité, ils ont un peu oublié ce que c'était qu'un ingénieur, ils ont un peu oublié qu'avant Uber, il y avait aussi la RATP, et ils ont un peu tendance à penser mobilité avec tous les nouveaux acteurs et à oublier les dimensions techniques et tout. Et le bouquin, c'est un peu l'inverse. Je trouve très utile aussi de ce point de vue-là, c'est qu'il nous raconte l'histoire du point de vue du secteur des transports en France là-dessus, avec ses points forts, ses points faibles, mais aussi sa logique de fonctionnement, et ce qui n'est pas si banal par rapport à d'autres domaines qui sont là. Et je trouve que c'est ça qui est à la fois intéressant. Alors du coup, ça fait un peu des trous. C'est un livre où on parle pratiquement jamais de la SNCF. De temps en temps, on les voit arriver de temps en temps. Moi, quand je réfléchis sur les transports, sur la région parisienne, la tension RATP-SNCF, elle est absolument centrale. C'est une des choses qui est fondamentale. Là, c'est la vision. Alors, il y a beaucoup qui sont très drôles. Voilà, nous, à la RATP, on a pensé un super système. Alors, en politique publique, on appelle ça des solutions qui cherchent des problèmes. On fait très souvent en politique